Bienvenue à tout le monde, bienvenue à toi. Merci. J'introduis quand même le live rapidement. Parfois le samedi matin, je fais des interviews live de professionnels du médico-social et du médical pour qu'on puisse les interroger au maximum afin que tout le monde puisse comprendre leur métier, l'intérêt de leur métier, surtout dans le cadre de ce qui nous intéresse sur cette chaîne, à savoir le trouble du spectre autistique et ou de l'autisme et le TDAH. Notamment, alors pas que, après il y aura les 10, il y aura d'autres choses que nous on va qualifier de comorbidité entre guillemets. Mais voilà, c'est dans ce cadre-là que les interviews vont s'inscrire. Et donc aujourd'hui on reçoit Clara qui est éducatrice spécialisée. Ok. Et du coup, même exercice que pour tout le monde. Alors moi aussi je démarre. Hein. Les questions elles vont être un peu moins rapides que d'habitude. Je démarre. Donc, même exercice que pour tout le monde. J'ai demandé à Clara de me préparer 5 questions. Alors, c'est pas la même chose que pour Guillaume, notamment, qui est ergothérapeute et qui est dans les commentaires, parce que Guillaume, c'était l'un des premiers interviewés. Je lui ai demandé 10 questions, mais 10 questions, c'est beaucoup trop long. Le pauvre. Ouais, et bah, il l'a fait, hein. Mais du coup, on va faire 5 questions, comme ça, après, on vous laissera aussi euh, dans le public. Dans le public, vous touche là. Posez vos questions pour bien comprendre le métier de Clara. Et du coup, l'intérêt d'avoir une éducatrice spécialisée quand on a un enfant TSA, TDAH à la maison. Merci pour tous vos cadeaux. Alors, Clara, pardon. Je vous ai dit, je commence mal. Ça va, t'as pas trop Claro, le on a trac? dit. Non, c'était pas mal. Claro, Ça va en vrai. En ça vrai, va, j'ai hein? l'habitude de monter avec toi sur des lives et tout, donc franchement, au talent. Bon, bah, c'est cool. Merci. Merci pour les cadeaux. Oh, on est les reines. Alors, Ouais. Clara, je vais regarder mon écran. Quand je vais, quand vous allez avoir mon profil, c'est que je regarde les questions à mon écran. D'accord? Donc, pas d'inquiétude. Ta première question, c'est, bizarrement, c'est pas quel est ton métier exactement, ou c'est pas Ouais. quelle est la psychoéducation, mais c'est comment travaillez-vous avec les autres professionnels. Donc je présume que c'est à quel moment toi t'interviens. C'est À ça quel moment le fond de la question ou j'interviens c'est et comment en tant qu'EduxP en libéral, parce qu'on est souvent réputé pour dire je travaille seul, sauf que c'est entièrement erreux et 100 000 fois faux. ouais. Alors du coup moi je vais faire quand même des questions qui vont être à prendre en compte avant la tienne, à savoir à quel moment du parcours toi tu interviens. C'est-à-dire que est-ce que tu interviens avant le diagnostic, est-ce que tu interviens après et après quoi. Euh, Dans l'idéal, pour toi, dans l'idéal, à quel moment tu penses que ton métier devrait intervenir dans le parcours d'une famille qui rencontre bonjour le TSA et le TDAH. Moi, je dirais à partir du moment où on a déjà des premiers doutes. Dans le sens où l'EduxP, il va pouvoir... alors, l'EduxP n'impose pas de diagnostic, mais il fait une première évaluation, on va dire. Et c'est lui qui peut dire s'il y a un intérêt pour l'EduxP de travailler avec la personne. Si par exemple, je dis, moi, mon enfant, je sais pas, il est bizarre, il communique pas avec les autres, que j'ai pas encore de notification MDPH. C'est un cas que j'ai eu là très récemment d'ailleurs. Et est-ce que tu peux intervenir? Qu'est-ce que tu peux faire? Oui, je peux intervenir parce que l'EduxP, c'est pas forcément que pour le handicap. Il faut savoir que l'EduxP, ça touche vraiment tous les publics. Donc, il n'y a pas forcément besoin de notification MDPH. Maintenant, le rôle principal de l'EduxP, ça va être de travailler sur de l'éducatif. Donc, il intervient à partir du moment où il y a une fragilité dans le social, où il y a une fragilité dans tout ce qui est habilité, inclusion, les codes, voilà, sans Alors c'est forcément avoir de diagnostic. et du coup ça me permet de rebondir. Donc on va intercaler tes questions et les miennes. Ça me permet de rebondir. Qu'est-ce que c'est l'éducation? Parce que c'est quelque chose de super abstrait pour nous parents. On nous dit oui, il y a de l'éducation, mais on met nos enfants à l'école. Pour nous, à l'école, c'est de l'éducation. Alors, il y en a qui vont faire le distinguo entre éducation et instruction, mais il y a quand même de l'éducation à l'école. Et il y a des moments où on va dire, pour les parents qui ont déjà des éducs spécialisés, on va leur demander de faire de l'instruction parce qu'on va pas comprendre qu'ils veulent pas faire de l'instruction alors qu'ils font de l'éducation. Qu'est-ce que c'est l'éducation? L'éducation, c'est tout ce qui est apprentissage dans la vie quotidienne, dans tous les actes de la vie quotidienne. Pour donner des exemples, ça peut très bien être les codes sociaux, savoir dire bonjour, savoir dire merci, savoir dire au revoir, prendre en demandant quelque chose, savoir demander quelque chose.
savoir rendre aussi, mais ça peut être aussi tout ce qui est accompagnement pardon, dans les actes de la vie quotidienne, hygiène, la propreté, les toilettes, l'habillement, être à l'école, donc tout ce qui est éducation à l'école aussi. Donc ça peut venir en appui, en support à l'AESH, ça peut venir en support, en appui à l'ATSEM. C'est très très vague l'éducation parce que l'éducatrice spécialisée ne fait pas que de l'éducatif. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre Voilà. du coup? Elle peut travailler auprès des personnes qui sont à la rue. Donc là, on va pas être sur de l'éducatif, mais on va être sur un maintien des acquis ou sur tout ce qui est dopage, tout ce qui est alcool, tout ce qui peut être, enfin voilà, tout ce qui peut être dépendance. Donc elle va Ouais. faire de l'éducatif entre guillemets, mais pour moi, c'est pas de l'éducatif comme on fait avec un enfant, par exemple. C'est de la rééducation presque. À peu près, ouais. Pour réapprendre à vivre sans. Ok. Après, il y Euh, a de l'orientation aussi. Elle peut orienter les personnes qui sont à la rue sur des logements. hmm. C'est vraiment, ça touche vraiment tous les publics. Donc Mais quand on dit plus dans le spécialisé en quoi, je comprends la question. voilà, et mais plus dans le cadre de notre, tu vois, de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire dans le cadre de famille Mm. avec des enfants TSA, TDAH, la psychoéducation, qu'est-ce qu'elle fait de différent? Parce que il peut y avoir des éducatrices qui vont intervenir sur le travail de l'appariement, ou alors qui sont des choses qu'on retrouve quand même à l'école. Donc pourquoi là, c'est intéressant d'avoir une psychoéducatrice spécifiquement, ou en tout cas une éducatrice spécialisée pour ce genre de choses? On va dire qu'elle vient en support. Elle vient travailler plus que ce que fait déjà une autre intervenante. D'accord. Où elle est basée plus sur de l'éducatif et elle apporte un point de vue, par exemple, l'ergothérapeute ou la psychomote, ok, ça vient à tenir le stylo, par exemple, à apprendre à tenir un stylo, mais l'EduxP, elle va pouvoir venir, elle, donner aussi, parce qu'ils ont des techniques très particulières pour savoir tenir un stylo, etc. L'EduxP va pouvoir apporter quelque chose en plus, supplémentaire, basé sur les exercices éducatifs en plus que Oui, juste un apprentissage. d'accord. On revient à tes questions. Alors, donc, comment tu travailles avec les autres professionnels? Alors, je vais parler pour mon cas. Lorsque je fais des rendez-vous avec les parents, donc moi je procède sous différents rendez-vous. Il y a un premier rendez-vous qui est fait juste pour discuter avec la famille. Ce que j'aime bien, c'est principalement au lieu de vie de la personne. À la suite de ce rendez-vous-là, je fais toujours remplir un petit questionnaire, un petit dossier de renseignement où je demande toutes les coordonnées des professionnels qui interviennent pour l'enfant ou pour l'adulte. Et moi, je me mets en contact, en lien derrière avec ces professionnels-là, principalement pour savoir leur ligne de Oui. conduite auprès de la personne et pour que je reste également aussi sur cette ligne de conduite et pas faire l'inverse derrière. Et on Donc vient toi, parfois à se rencontrer. ok. Et donc toi aussi de ton côté, par exemple, si tu as des familles qui viennent te voir parce que elles ont dans leur idée qu'il faut juste une éducatrice spécialisée alors qu'il y aurait besoin d'autres professionnels, tu peux réorienter vers d'autres professionnels de type psychologue, psychomote, ergo. C'est ça. Tu as déjà ton propre réseau. J'ai déjà mon propre réseau avec lesquels je travaille. Maintenant, ça reste principalement des professionnels qui accompagnent les familles. Donc, je leur dis simplement que voilà, je connais telle personne ou telle personne sur votre secteur, Mhm. mais je n'ai pas de dire, enfin, je n'ai pas à dire, allez le voir, il est Oui, oui. bien ou n'allez pas le voir. Oui, tu fais pas de la Mais promo, voilà, on est d'accord, mais le fait est non, que tu peux orienter parce que tu as un réseau et si travaille, si mm, la famille choisit d'être avec le réseau, c'est mieux parce que tu les c'est connais ça. et ça Oui, facilite les exactement. échanges. Et alors, quid des écoles? Est-ce que tu interviens en école? Est-ce que parce que ce Oui, sont aussi des professionnels finalement? oui, 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 j'interviens en école. Là, j'ai deux nouveaux suivis où j'interviens en école maternelle. Alors, ce n'est pas des interventions régulières. Il faut savoir que j'ai le droit d'intervenir maximum 3 fois dans l'année sans dérogation. Ah, d'accord. Oui, comment ça sans dérogue? Eh bien, je n'ai pas une dérogation, je n'ai pas une convention avec Ah l'éducation oui. nationale. Et pour ça, tu pourrais travailler avec des associations ou pas, du coup, Je pour travaille avec pouvoir. des associations aussi. Ouais, ok. Mm. Mais donc, en gros, il faudrait que ce soit les familles qui adhèrent à l'association pour que tu puisses bénéficier de la convention pour rentrer dans l'école. Ça, honnêtement, je ne sais pas du tout. Ok. Je te passe au grill, hein, t'as vu? Je te pose plein de questions Ok, dans tous les sens. ok.
Et du coup, l'accueil, il y a beaucoup de du coup dans cette interview. Je suis un peu fatiguée, ne m'en veuillez pas. J'ai énormément de tics de langage quand je suis fatiguée. C'est une interview à la bonne franquette. Oui. Euh, T'as déjà été accueilli euh, un peu spécialement par, Oh oui. avec des appréhensions par d'abord les enseignants et après on va arriver aux familles. Ah, alors par les enseignants, on va dire que j'ai eu des institutrices qui me disaient bonjour, qui se présentaient, mais genre après c'est tout. Ah oui, Ben, j'ai même pas eu le temps d'expliquer ce que je faisais là, j'ai même pas eu le temps d'expliquer pourquoi on m'avait sollicité, etc. Donc on m'a mis une chaise et on m'a dit bah voilà, tu t'installes là et puis bah c'est tout quoi. ah Donc oui, pendant 1 heure, c'est très compliqué parce que l'institutrice, elle fait sa vie, elle fait des histoires, elle fait les exercices, les ateliers et c'est tout. d'accord. Ouais. Voilà. Bon. Et donc, tu as juste pu faire finalement une observation, ce qu'on appelle une Exactement. supervision, et puis voilà. Mm. Bon, ça reste utile, mais l'heure, elle est très longue du coup. Elle est très longue et en même temps, je n'ai même pas pu discuter avec l'institutrice de l'école parce qu'au bout d'1 heure, bah, il y a la maman qui nous appelle pour dire on peut parler ou tout ça. Et, euh, et puis au final, bah, j'ai même pas fait un point avec l'institutrice pour dire bah, du Mince. coup, vous le voyez comment vous à l'école, etc., etc. Ouais. Donc, Ouais, et c'est. l'accompagnement n'a pas suivi hein, finalement. Donc, Ouais. Ah bah, pour cause, hein, si on te donne pas les éléments pour pouvoir faire l'accompagnement, c'est compliqué. Et côté parents, mm. alors, comment ça se passe? Euh, On t'accueille bien en général ou pas? oui, côté parents, on m'accueille très bien. On arrive genre un peu le messie, genre ah il y a quelqu'un qui va pouvoir venir nous aider parce qu'on est sans solution. Voilà. Ah Donc ouais, oui, super. chez les familles, ah Tu, ouais, 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 j'ai pas tu eu fais t'es une de. faiseuse de miracles en fait. Ah ben, en fait, on arrive chez les parents, limite, on a la cape derrière le dos et ils nous donnent tout sur la table. Et genre, Ouais. allez-y, c'est bon, maintenant faites. Oui, mais Ah oui. j'ai besoin d'avoir des informations, quoi. Mais pour l'instant, j'ai pas eu de. Il y a uniquement dans les structures ou C'est un peu compliqué. structure psy. Ouais, là, c'est très Ouais. très compliqué. Mais non, chez les familles, franchement, limite, c'est les petits gâteaux, le bouquet de fleurs et tout qui suit, quoi. Magnifique. Ah Parce que ouais. moi, j'ai eu pas mal de parents qui m'ont dit non, non, moi, ça rentre pas chez moi. Les éducatrices spécialisées, personne ne rentre chez moi. On va me dire comment éduquer mon enfant et j'accepte pas quoi. Ah oui, mais là, vu que c'est eux qui font appel à Ah bah oui. l'EduxP, ils sont en attente. Donc, ils nous ferment pas la porte au nez. Ah très bien, très bien. Et du coup, mais qu'est-ce que tu aurais à répondre si tu rencontrais quelqu'un qui aurait besoin de ton intervention, ne serait-ce que pour de la guidance parentale, et qui te dit non, 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 vous allez me dire comment, vous allez me juger, vous allez juger chez moi, et vous allez me dire comment éduquer mon enfant. Je suis pas tranquille avec ça. Je Comment vais tu pourrais chercher à rassurer? savoir pourquoi. Je vais Ouais. juste poser des questions à savoir pourquoi il y a autant de freins avec l'intervention d'un éduc à la maison et leur expliquer que moi déjà personnellement je fonctionne pas comme ça. Je suis pas l'éduc-spé qui vient, on va dire, retirer l'enfant de manière grossière ou qui vient dire bah écoutez, enfin là chez vous c'est dégueulasse quoi. Enfin va falloir faire quelque chose. Non, je pars du principe où déjà faire entrer un inconnu chez soi c'est hyper compliqué. Encore plus quand c'est une éduc-spé ou un psychologue ou etc. Parce qu'il peut y avoir des démarches qui suivent derrière. Donc on a quand même la boule au ventre. Maintenant, je vais chercher à savoir pourquoi elle veut pas, pourquoi ça la freine. Et je vais Mhm. lui expliquer que voilà, on peut travailler. Il faut savoir que le libéral, c'est 50-50. 50% avec la personne qu'on accompagne et 50% avec les parents. Donc Très il y a bien. toute la guidance parentale derrière. Et bah, s'il y a du ménage à faire, c'est réapprendre à la famille à nettoyer pour être sereine dans sa tête, posée et pouvoir dire ça y est, il est 19 h, je peux enfin me poser sur le canapé à regarder la télé avec mon enfant. Ah, c'est bien. Donc, tu vas essayer de rassurer les familles en comprenant les freins, Ouais. et ça, c'est super. Ta prochaine question, c'est comment établissez-vous vos objectifs d'accompagnement avec les familles ou les bénéficiaires? Donc, comment tu fais ça, toi? Alors, j'ai vu beaucoup de remarques par rapport à ça sous une de mes vidéos. Moi, on va dire, je prends un premier rendez-vous téléphonique où la personne, elle m'explique très, très, très rapidement le handicap, l'âge, la localisation, etc. Je demande un rendez-vous en physique chez la personne. Donc déjà, je vais pouvoir faire un peu un constat, comme je te le disais juste avant, sur le milieu de vie, s'il est précaire, s'il n'est pas précaire, si voilà, ce que je peux évaluer. Et pendant cet entretien, je demande un petit peu, ben voilà, le handicap de la personne, ce que fait la personne à l'heure actuelle. Donc si elle est à l'école, comment ça va au niveau des apprentissages, si elle est à l'ESAT, savoir comment ça va dans son milieu, enfin
là où elle travaille. Euh, Maintenant, moi, je vais déjà pouvoir faire un premier diagnostic et une première évaluation des objectifs que j'ai envie de travailler avec la personne en suivant Mm. ce qu'on m'a raconté. Mais je vais demander aussi à la famille, bah voilà, vous, votre point de vue en tant que parent ou en tant que frère et sœur, enfin bref, en tant que personne aidante, entre guillemets, euh, qu'est-ce que vous voyez au quotidien qui a besoin de travailler? Et c'est là où on va me dire, bah, j'ai des difficultés avec l'habillage, j'ai des difficultés avec la propreté parce que mon enfant, il n'est pas propre, il a 16 ans, enfin voilà. Mm. Donc, je vais rajouter ça à ma liste des objectifs. Et tu vas réfléchir à des outils que tu pourras transmettre aux parents, des outils accessibles. Exactement, ouais. Et c'est là où la famille, justement, intervient aussi dans l'accompagnement. Tu vois, et tu vas venir au domicile pour guider, de façon à prendre de nouvelles habitudes. C'est Ouais, ça le principe. Voilà, exactement. pour aider les familles à mettre en place les outils. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est de la guidance parentale, c'est ça? Tu peux nous en Oui. dire plus sur Est-ce que tu peux décrire la guidance parentale, ce que c'est globalement, Alors, sans nous donner un projet? la guidance parentale en soi, je suis pas forcément formée à ça parce que je fais ma formation là fin avril. Oui. Mais en fait, on le fait au quotidien de manière globale, c'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, moi, quand je fais mes séances de piscine avec une personne polyhandicapée, j'aime bien quand il y a un des 2 parents qui vient parce que c'est une famille qui adore aller à la piscine et les premières séances, c'était, basé sur de l'observation. Donc la famille voyait, me regardait, comment je procède moi seule avec leur enfant en situation de polyhandicap. Mhm. Et ça leur a donné plein d'astuces, ne serait-ce qu'au niveau du change dans la cabine PMR, parce que bah, y a pas le matériel adéquat. Oui. Donc des fois, on trouve des solutions, on trouve des astuces. Et maintenant, la famille profite d'aller à la piscine sans forcément que j'intervienne, parce qu'ils sont beaucoup plus rassurés, parce qu'ils connaissent deux, trois tips, on va dire, d'accompagnement pour leur enfant. Et voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais en gros, la guidance parentale, c'est accompagner le parent en donnant des solutions pour l'accompagnement et le bien-être de leur enfant. Est-ce que, tu vois, chaque question amène plein d'autres questions. Est-ce que, tu vois, d'être formé, d'accompagner, d'être tout le temps en train de mener l'enquête aussi pour comprendre le comportement, ce genre de choses, est-ce que quelque part ça déforme un peu, enfin c'est pas ça déforme, c'est dans le sens ça forme, mais au sens littéral du terme, le cerveau, ta capacité à analyser, et donc tu es tout le temps t'as, t'as accès à de nouvelles choses en fait pour accompagner un jeune, c'est Euh, limite instinctif. Ça forme et ça déforme, dans le sens où ça forme parce que tu as une base théorique. Oui. Maintenant, je parle encore pour moi, la formation ne me sert pas en tant que telle parce que lors de l'accompagnement, je vais la modifier, je vais la faire à ma sauce. Oui. Et c'est déjà un peu ce qu'on pratique au quotidien, que ce soit en structure ou en libéral. On le fait avec le ressenti de la personne, on le fait avec les émotions de la personne. Je le fais Mhm. moi avec mes capacités aussi. Donc oui, on va dire que la formation, elle forme parce que tu as les bases théoriques. Maintenant, sur le côté pratique, bah, tu fais pas forcément tout ce qui est dit. Oui, mais ce que je veux dire, c'est choper des réflexes, si bien que quand tu vas accompagner des parents, tu vas leur donner des tips. À force, les parents eux-mêmes vont choper des réflexes et donc vont avoir Oui, moins. de ce C'est côté-là, dans ce oui. sens-là que je voulais aller. Oui, oui, de ce côté-là, oui, oui, c'est tu chopes des réflexes parce que bah, tu as la formation en tête, tu leur dis, bah voilà, moi j'ai vu ça en formation, etc. Donc oui, oui. Mais après, le Et côté pratique, c'est différent. tu disais que tu allais avoir une formation en avril, donc tu continues de te performer, de te Ouais. perfectionner et tu restes jamais à ce que tu sais. Tu t'en tiens pas qu'à ce Non. que tu sais. Tu continues de t'informer et de faire de la veille en fait. Ah bah oui. Là, par exemple, pour cette année, alors moi, je suis partie en libéral, j'avais que le diplôme d'EduxP, parce que je suis en train de réfléchir dans les structures où j'ai travaillé. J'avais pas de formation en tant que telle. Là, cette année, je fais la formation communication alternative et ou améliorée, donc l'utilisation des pictogrammes, même si je le pratique au quotidien. Au moins, je peux dire à la famille, bah voilà, j'ai la formation, j'ai le diplôme, j'ai l'attestation. Je fais aussi la formation Snozellen, tout ce qui est apaisement sensoriel, etc. Je fais la formation guidance parentale et j'ai fait socle de connaissances sur l'autisme. Waouh, c'est super Donc, complet. C'est ouais. super complet.
On va revenir sur les questions de formation. Je vois qu'il y a plein de monde qui pose des questions sur certaines approches. On reviendra après. On a bientôt terminé la série des questions que on se pose, enfin que moi je lui pose et qu'elle s'est posée à elle-même. Et ensuite, préparez bien vos questions parce que ça va être votre tour après. Vous allez nous mettre plein de questions en commentaire et on va y répondre. En tout cas, on va essayer d'y répondre ensemble. Juste à titre informatif, pour les personnes qui connaissent pas encore le format, on va répondre aux questions que dans les commentaires. C'est-à-dire qu'on ne fait pas monter de monde dans le live. Euh, alors, on a à peu près répondu à ça déjà. Mais quand même, quel rôle joue la famille dans le suivi que tu proposes? Alors, la famille, elle joue pardon, un rôle très important dans le sens où déjà, c'est elle qui va me donner les premières informations. Quand je demande à faire un entretien, c'est elle qui va me téléphoner. Ensuite, elle va jouer un rôle important aussi sur tout ce qui est maintien des acquis à la maison et maintien de l'accompagnement que moi je propose en libéral. C'est-à-dire que si par exemple le libéral ça propose des accompagnements mais qu'à la maison ça se dit ouais c'est le week-end, c'est bon, ras le pompon, j'ai pas envie de faire ce qu'elle m'a dit. Bah, finalement le lundi nous on revient et puis il faut tout recommencer. Il faut Ouais, savoir qu'une personne on met, allez, très vulgairement, un mois à tout construire pour qu'en 1 heure à la maison tout soit déconstruit. ouais, ouais. Donc c'est là où la famille elle joue un rôle hyper important. Oui, pour pouvoir continuer les mises en place, continuer les Ouais. apprentissages, s'assurer de l'acquis. C'est super important, hein. C'est le rôle des parents, il est primordial dans Mm. la prise en charge. Euh, et alors, est-ce que tu as déjà refusé, elle est étonnante cette question, est-ce que tu as déjà, donc tu te la poses, hein, Ouais. arrêté ou refusé un accompagnement et pourquoi? Oui, j'ai fait exprès de la poser parce que c'est aussi pour donner l'idée que l'EduxP ne peut pas avoir la cape derrière le dos et se sent aussi en difficulté sur certaines situations. J'ai commencé un suivi en novembre, si je ne me trompe pas, 2024, et je l'ai arrêté début décembre 2024. Tout simplement parce que, C'est très alors, frais. lors de l'entretien, ça s'est très très bien passé. La personne, je ne l'ai pas vue. Oui, C'est là aussi où ça joue un rôle important de voir la personne lors du premier entretien. Je suis arrivée pour une première séance. Tout s'est très bien passé. Je le voyais 3 heures semaine. Donc le soir, je suis arrivée le lendemain pour une deuxième séance et là, ça a déjà commencé à capoter. Pourquoi? Je ne sais pas. Euh, mais voilà, il n'était plus du tout concentré. Alors je me dis, est-ce que c'est l'heure? C'était le soir? C'était en hiver? Donc en soi, il y avait plein de de facteurs. questions. Ouais. C'est ça. Je suis arrivée pour, bah, du coup, c'était donc le lundi, le mardi et le vendredi en séance. Le vendredi, exactement pareil, sauf que là, j'ai un membre de l'équipe éducative, enfin, oui, enfin, aide-soignante, qui vient me voir, qui me dit, faut qu'on vous parle. Ok, donc on arrive dans le bureau. C'était un centre médico-psychologique, donc c'est tout ce qui est troubles psy, etc. Euh, et en fait, bah, on m'a dit, bah non, mais à la fin des deux séances, là, des deux premières, bah, ça n'allait pas. Comment ça n'allait pas Bah oui, il a éprouvé des gros troubles du comportement, il a été hyper violent avec les autres camarades, etc. Je lui dis d'accord, bah, je lui dis est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez pu analyser? Est-ce que la relation avec les femmes, plutôt qu'avec les hommes, elle est différente? Est-ce qu'au niveau de mon comportement, il y a quelque chose qui change? Au niveau de ma voix, etc. Donc on est passé par plein d'options. J'ai continué l'accompagnement pendant 2 semaines en réduisant à 2 heures au lieu de 3 par semaine. Et au bout de la troisième semaine, j'ai fait une pause parce que ça continuait les gros troubles du comportement et Ouais. tout. Donc j'ai fait une pause et j'ai dit bah on va faire une pause, on va voir ce que ça donne. Et finalement pendant la pause, aucun trouble du comportement, aucune violence, rien du tout. J'ai dit bah c'est très bien, on arrête là parce que ça veut dire que moi déjà je ne réponds pas à ses objectifs. Lui il se met en difficulté par rapport aux troubles du comportement derrière. Hmm. Moi je me mets en difficulté parce que je peux rien faire clairement et il met aussi en difficulté ses camarades autour. Donc j'ai préféré qu'on arrête là. Donc, en fait, tu arrêtes les prises en charge quand tu vois qu'au-delà de ne pas être efficace, ça devient même contre-productif. Oui, exactement. D'accord. Et tu penses pas que justement d'envisager de continuer pour qu'ils prennent l'habitude, ça aurait pu, enfin que ça cachait peut-être quelque chose de sous-jacent et que de continuer. Je fais exprès de poser des questions, tu vois, Ouais, ouais. qui enquiquinent, mais
peut-être que c'était le moment de chercher autre chose, peut-être une autre piste pour l'accompagner. Mais en Alors, attendant au niveau que des ça a pistes, remué des trucs qui étaient nécessaires d'être mués, selon toi, c'était ouais, pas ça? après, on a cherché vraiment tout. On a changé les heures, donc on est passé en début d'après-midi. Il y avait les mercredis, il y avait la visite de sa maman à l'établissement. Donc on n'a pas fait les mercredis parce qu'il y avait la fatigue, il y avait tout ça. Ouais. On a changé d'endroit parce qu'il y a des lieux, il y avait la cafétéria par exemple. Donc tout de Hmm. suite, il voulait acheter une canette de coca ou tout ça. Ouais. On a tout changé et il y a même un moment, j'étais malade. Donc j'avais la voix hyper grave, hyper cassée. J'ai mis un masque, même ça, enfin, il n'y a rien à Ok. changer, la voix, rien n'a changé et tout. Donc j'ai dit, on arrête là, ça ne sert à rien. Bon. Bah oui. Effectivement, on va pas pousser la personne, le bénéficiaire, Ouais, alors que ça lui fait plus de mal, en effet. C'est une bonne ouais, réaction. Intéressante l'anecdote, hein. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment quelque chose que tu vois que je découvre. J'avais pas entendu parler de ce genre de l'EduxP cas de n'est pas figure. un super-héros. Donc, du coup, Et oui, quand la personne vient à mettre fin ou ne pas prendre quelqu'un suite à un entretien, c'est qu'elle n'est pas en capacité. Il faut savoir aussi reconnaître qu'il y a plein d'EduxP sur Terre et que ben, malheureusement, elle n'est pas toute faite pour ouais, tous les profils. oui, d'accord. Et que du coup là, le mieux, c'est pas comment dire la psychoéducation qui est à remettre en question, c'est plutôt changer d'interlocuteur quoi que tu Ouais, proposes. c'est ça. Mm. Ok, c'est une très très bonne Essayer, du démarche. moins. Oui, exactement. Il était en pension complète dans ton anecdote? Ouais. Ah bah, ok. Mm, mm. On enchaîne avec la question suivante. Quels outils ou supports tu utilises le plus souvent dans tes accompagnements? Alors ça, c'est drôle parce que c'est pareil, on s'attend beaucoup à ce que les DUXP viennent sans matériel. J'ai eu beaucoup de Ah bon? réflexions. Bah, vous avez un sac à main, vous avez une valise, vous mettez quoi dedans? Bah, en fait, c'est plein de jeux de société. Nous, on passe du côté éducatif, mais en lien avec le ludique, pour éviter que ça soit hyper structurant, hyper cadrant, en disant, bah voilà, tu prends une feuille, un stylo, puis on va apprendre à tenir un stylo, quoi. Non, on Ouais. va le faire sur la base d'un jeu. Et du coup, ça permet d'apprendre beaucoup plus vite. Et oui, Ouais. l'EduxP vient avec du matériel. Et du coup, tu fabriques même du matériel sur mesure? Ouais. Je fabrique aussi, enfin, notamment sur on va dire des disques de couleurs ou des passes à linge ou tout ça, je vais adapter mon support. Les pictogrammes aussi, je les fabrique. Je ne vais pas acheter une boîte de pictogrammes à 200 euros, Ouais. mais je les fabrique et je les fais surtout avec la personne à côté de moi. Donc au moins comme ça, je sais qu'ils sont adaptés à cette personne-là et non pas celui que j'ai pris le premier dans la boîte qui veut dire courgette, par exemple. Et souvent, et souvent tu écris dans les commentaires quand tu viens sur mes lives pour m'aider à aider les familles. Souvent, tu écris que faites les recherches de picto avec l'enfant Mm. ou donc avec le bénéficiaire en l'occurrence. Faites la recherche de vêtements avec l'enfant, le bénéficiaire. Faites-lui tester. Souvent, c'est ce que tu dis et c'est ce que tu fais du coup. Oui, c'est ce que je fais parce que un pictogramme, par exemple, ne va pas être la même interprétation qu'avec une autre personne. Tu peux très bien choisir une courgette, par exemple. Je sais pas pourquoi je prends courgette, hein, clairement c'est parce que j'ai faim. Euh, tu prends une courgette, bah, la courgette sur le pictogramme, lui, il a le stéréotype de se dire elle est verte. Donc il va Oui, choisir le pictogramme classique. J'accompagne une personne autiste en structure qui, par exemple, quand je n'ai pas la photo de la courgette, elle va se la dessiner. Et elle sait très bien, mais se la dessiner, ça va être un gribouillon, hein, c'est ouais, trois cercles, quoi. Et en fait, elle va revenir avec ce pictogramme-là et elle a ouais, assimilé ce dessin-là pour dire courgette. Donc, dans le magasin, elle va aller acheter sa courgette avec cette photo-là, avec ce dessin-là. Donc, très c'est bien. vraiment adapté à chaque personne. Bah oui, parce que du coup, c'est sa symbolique à Ouais. elle. C'est super. Et au niveau Euh, des vêtements, je te coupe. Au niveau des vêtements, tout simplement, c'est basé sur de l'autodétermination parce que je veux que ça soit la personne qui décide. Elle a un pouvoir de choisir, elle a un pouvoir d'agir sur le choix de ses vêtements, sur la couleur de ses vêtements. Oui, c'est pas forcément la couleur que je lui mettrais parce que la couleur me plaît pas à moi, mais mhm. si elle lui plaît à elle, si la matière lui plaît à elle, faut savoir que tout ce qui n'est pas mis en danger égale autodétermination pour la personne et donc laissez-les choisir comme ils le souhaitent. Alors du coup, j'ai vu.
Alors, tu me donnes la petite perche là. J'ai vu sur ton compte que tu parlais beaucoup de l'autodétermination. Juste une petite pause. Je vois que les questions affluent en commentaire. Ne vous inquiétez pas, je les note et je les reposerai après. Et dans quelques instants, vous allez pouvoir nous les poser. On va y répondre en direct. J'ai vu que sur ton compte, tu parlais beaucoup de l'autodétermination. Brièvement, sans faire sans développer comme tu fais sur ton compte, qu'est-ce que c'est l'autodétermination? Et pourquoi c'est important? L'autodé- L'autodétermination, alors j'ai fait 4 ou 5 vidéos, je crois 4, Ouais, sur l'autodétermination. C'est tout simplement pour faire comprendre aux parents ou aux personnes accompagnantes que la personne, elle a beau avoir une déficience, elle a beau avoir un handicap, elle a beau avoir tout ce que vous voulez, euh, elle a encore une chose qui est possible chez elle, c'est de faire des choix. Et de faire des choix, oui, si vous en mettez 15 000, ça va être hyper compliqué. Par contre, si vous l'emmenez dans un magasin parce que il faut choisir des vêtements, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la couleur, au niveau du dessin qui est dessus, c'est elle qui va pouvoir choisir. Il va y avoir son regard qui va être fixé sur ce vêtement. Il va y avoir au niveau du toucher, c'est parce que je sais pas, il y a un dessin animé, j'ai perdu les noms à la mode là. Il y a le dessin Pokémon, animé, c'est le pas grave, ça marche personnage. toujours. Ouais, peut-être Pokémon. Il y a Pokémon. Pikachu qui est sur le t-shirt. Elle regarde tout le temps Pikachu, enfin, elle regarde tout le temps Pokémon ou elle joue à Pokémon. Tout de suite, ça va être quelque chose qui est attrayant pour elle, elle va vouloir y aller. Donc, il faut absolument leur laisser encore cette possibilité-là, malgré le handicap. Oui, si elle assimile du orange avec, je sais pas, du bleu ou du vert, ça va pas forcément ensemble. Mais à partir du moment où ce n'est pas dangereux pour sa santé, qu'il n'y a pas une mise en danger, personnellement, on s'en fout. C'est le seul, enfin, c'est un des seuls pouvoirs qu'ils peuvent encore Voilà. exercer. Donc, il faut absolument leur laisser faire. Et donc, dans un premier temps, parce que je vois tout de suite les questions arriver, je me permets de compléter. Vous pouvez proposer le choix aussi à la maison tranquillement, parce que c'est vrai que Mm. les centres commerciaux, ça peut être compliqué, les magasins, ça peut être compliqué, mais à la maison, quand vous allez habiller votre enfant, vous pouvez lui proposer, tu veux quel pantalon, tu veux quel t-shirt, tu veux quelle robe, tu veux quelle C'est ça. et vous lui proposez deux. Déjà, vous commencez par deux, Mm. et puis au fur et à mesure, quand vous voyez que ça fonctionne, si vous voulez aller jusqu'à trois, pourquoi pas. Mais déjà, un choix avec deux items, c'est bien. Après, c'est un truc tout bête, mais par exemple, c'est la compréhension de se dire, si elle peut faire des choix très facilement, un enfant, vous pouvez le mettre dehors ou par la fenêtre si, alors le jetez pas, hein, si vous voulez ressentir la température, euh, juste pour prendre connaissance de la température le matin, ça va pouvoir lui laisser le choix après d'aller s'habiller dans son armoire. Oui, Parce que si c'est par important. exemple il a un ressenti des températures, bah, il va se dire, ouh là là, il fait froid, je vais pas mettre une robe à bretelles aujourd'hui. Ouais. Ou alors une robe à bretelles, mais avec un petit gilet. Et là, ça lui laisse encore plus de possibilités. Mais j'ai donné plein d'exemples dans mes vidéos sur mon compte Allez et c'est vous hyper abonner. important. Mm. Allez vous abonner, vous en apprendrez davantage, vous comprendrez mieux. Puis Clara a fait des lives aussi, donc allez vous abonner. Question suivante, comment tu adaptes tes interventions selon les besoins de la personne? Attends, les besoins de chaque personne, les besoins spécifiques de la personne. Comment tu adaptes tout ça? En gros, tu en as déjà Euh, parlé en fait. On tourne un peu ben oui, sur c'est le même ça. On sujet, tourne hein. un petit peu du coup sur le même sujet, c'est-à-dire que bah, par rapport à la fiche de renseignement que je vais demander, par rapport aux objectifs et de travail que j'ai observé que la famille m'apporte. Ouais. Après, je m'adapte aussi par rapport, donc il y a le premier rendez-vous téléphonique où on échange rapidement en 2 minutes. Je fixe un premier rendez-vous en physique où on fait vraiment la rencontre. Et avant de débuter l'accompagnement, je fais un premier rendez-vous sur de l'observation. Mais il faut Mhm. savoir que ce premier rendez-vous-là, je le fais autour d'une activité que la personne apprécie, tout simplement pour favoriser l'échange et familiariser la rencontre. Et Ça- prendre bah voilà, confiance avec l'intervenant. Là, je viens de voir un commentaire qui me rassure dans toute cette entreprise que nous faisons avec les interviews avec les professionnels, parce qu'il y a quelqu'un qui dit c'est incroyable toutes les missions que vous avez, j'étais loin Mm. de toutes les connaître. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait ces interviews. Donc c'était ta dernière question. Je vous invite, chères personnes, dans les commentaires à poser toutes vos questions et à les recopier à chaque fois si on n'y a pas, si on l'a pas encore vu ou si on n'y a pas répondu, n'hésitez pas à la reposter. Euh, Moi, j'ai une question aussi. Comment ça s'organise? Comment tu le vis? Parce que là, je vois que tu travailles souvent, comment dire, quand t'es pas en structure, tu travailles souvent seul ou pas forcément avec une équipe. Ok? Comment ça s'organise quand il y a une psychologue spécialisée qui, elle, a fait le bilan
et a mis au point avec les parents le projet éducatif de l'enfant. Et que du coup, bah, elle te transmet, parce que c'est toi qui es quand même le plus souvent avec l'enfant qu'elle, et elle te transmet les objectifs, et elle te transmet comment ça se passe entre vous, parce que c'est pas forcément un duo évident. Comment tu le vis, toi? Il faut beaucoup d'échanges, que ça soit téléphonique ou en physique, en rencontre. Chacune, alors il faut de la patience, il faut de l'écoute et beaucoup d'échanges. Parce que si par exemple, moi j'exprime mon point de vue parce que je l'accompagne le plus souvent, mais que elle est fermée sur l'accompagnement que je propose, ça va être très très compliqué de discuter. J'ai pas Ouais, encore rencontré ce cas de figure-là, heureusement. Mais sinon, je le vois juste en dessous, il y a tout ce qui est bah, les carnets de liaison. Par exemple, ouais, si c'est la maman qui accompagne l'enfant, ça va être beaucoup d'échanges téléphoniques aussi. Si par exemple, j'ai pas envie que la maman le sache, ce que j'ai pu observer ou que ça soit la psychologue d'amener ce sujet-là, ça va être beaucoup d'appels, de mails et parfois des rencontres physiques avec la famille ou avec la personne, principalement. d'accord. Il y a des personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc, pour toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre ce matin, nous sommes en train d'interviewer Clara, qui est éducatrice spécialisée, pour mieux comprendre son métier, pour mieux comprendre l'intérêt d'avoir une éduc ou un éducateur spécialisé qui intervienne auprès de nos enfants en situation de handicap psychique, notamment TSA, TDAH. Donc, on apprend à mieux connaître son métier, à mieux connaître ses missions, à mieux connaître son approche. Alors, l'approche de Clara, c'est pas l'approche de toutes les personnes qui sont éducateurs ou éducatrices, enfin toutes les personnes qui sont éducatrices spécialisées, bien évidemment, mais ça nous donne un petit aperçu quand même. Voilà, et ça peut peut-être aussi, entre guillemets, désacraliser son métier, mieux comprendre l'intérêt, et du coup, bah, on cherchait pour nos enfants. Vous Voilà. m'avez comprise. Alors, il y a une question qui revient souvent, qui est un peu, à mon avis, très délicate. C'est même pas un peu, elle est très délicate cette question, mais je vais quand même Vas-y. la poser. Il y a quelqu'un qui demande en commentaire comment on reconnaît une bonne éducatrice spécialisée ou un bon éducateur spécialisé. C'est compliqué, hein? Ça, c'est très compliqué. Moi, je pars du principe où, lors des premiers rendez-vous en physique, bah, ça se base sur la confiance, sur la communication, sur la discussion. S'il n'y a rien à se dire au bout de 5 minutes d'échange, bah, j'ai envie de dire, c'est que le contact, il n'est pas là, c'est que la confiance n'est pas là, même si on ne peut pas donner sa confiance comme ça en 5 minutes. Mais normalement, les échanges, ils sont censés être fluides quand on a confiance à la personne. Ben maintenant, si ça passe pas, ça passe pas, quoi. Faut Bah ouais. changer. Donc c'est pas tant qu'elle est bonne ou mauvaise, c'est que la relation n'est pas bonne. C'est ça que tu Oui, dis. c'est Ok? ça. Ah, c'est politiquement correct, magnifique. Voilà. Après, si tu as envie de mettre à la porte, bah tu fous à la porte et puis basta, on n'en parle plus, quoi. Mais ouais. Quelle éducatrice, non, quelle est la différence entre éduc-spé et moniteur, monitrice P? J'allais répondre à Sam justement. Alors, en soi, au sens propre du terme, moniteur éducateur ou monitrice éducatrice, c'est quelqu'un qui travaille dans les murs, à savoir en structure. Ce que l'éducateur spécialisé, lui, il peut aller travailler en dehors les murs, à savoir qu'il peut avoir du coup sa place dans tout ce qui est bah, les personnes à la rue, tout ce qui est protection de l'enfance, parce qu'il y a des visites médiatisées, parce qu'il y a des visites à domicile, donc ça sort, on va dire, de l'établissement. Le moniteur éducateur, attention, je vais me faire allumer, normalement il a sa place en maison d'accueil spécialisée, en foyer d'accueil médicalisé, en IME, bref, dans une structure. Ouais. D'accord. Voilà. Donc lui, il Alors est une encadré en l'éduc-spé, lui, il peut aller structure. partout. Ouais. Mm. D'accord. Après, On il y a peut les missions qui jouent hein, aussi. Et est-ce qu'on peut le retrouver dans un CESAD, par exemple? Alors, moi, je dirais non. Et c'est très rare que je vois des moniteurs éducateurs en CESAD, tout simplement parce que c'est des visites à domicile. Ouais. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Ah, il y a des Alors gens qui disent oui. oui, bah oui. Maintenant, oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il n'y a plus le cadre, on va dire, qui est respecté, dans le sens où maintenant, tout le monde peut se mettre en libéral. Maintenant, tout le monde peut travailler partout, Ouais. mais c'est là où va jouer la différence, ça va être sur les missions. Notamment, alors ça c'est pareil, ça dépend aussi des structures, mais l'éducateur spécialisé, quand il est en structure, il est en relation avec les partenaires extérieurs où il met en place des partenaires extérieurs, à savoir les tutelles, à savoir enfin voilà, tout ce qui est
enfin, partenaire d'activité, etc., que le moniteur éducateur, lui, normalement, il reste, enfin, il garde le lien avec le partenaire quand l'EduxP n'est pas là. Il maintient le lien, mais c'est pas lui qui va faire des nouveaux Ouais, partenaires, qui va faire connaissance avec des nouveaux partenaires. Il va faire tout ce qui est projet de séjour, etc. Mais c'est pas lui non plus qui va échanger avec le tuteur, hmm, principalement. Mais d'accord. maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a plus trop de différence. Ouais, en fait, ça se nivelle de plus en plus, quoi. Ouais, c'est ça. C'est les formations peut-être aussi qui diffèrent, non? Peut-être, je sais pas. Je t'avoue que moi, j'ai fait la formation moniteur éducateur. On nous avait bien spécifié, voilà, que principalement, le moniteur éducateur est en structure, quoi. Ouais. On m'a demandé aussi tout à l'heure si tu étais formé à ABA, Teach. Non, je suis en cours de formation, j'ai fait des devis, etc. Mais pour l'instant, je ne suis pas formée à BA. Ok. Donc toujours en train de faire de la veille pour tes Oui, formations, pour être, comment dire, pour accompagner au mieux les personnes que tu encadres. Ça, c'est top. c'est ça. On m'a demandé aussi, alors c'est Nage qui pose la question, il y a des éducs qui font des demi-journées en groupe. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis pas fan. Maintenant, chacun travaille à sa manière. Moi, je suis pas fan parce qu'une demi-journée, clairement, pour moi, ça sert à rien. Au bout d'un moment, il faut savoir respecter. En libéral, je parle, hein. Ouais, ouais, Moi, je vais jusqu'à maximum 2 heures parce qu'après, le taux de concentration n'est plus là. Enfin, puis clairement, faut bouger aussi, quoi. Le but ouais. du libéral, c'est pas d'être consacré une demi-journée ou une journée complète à un accompagnement d'une seule personne. Moi, je fais des demi-journées quand je vais, par exemple, dans un supermarché ou dans un centre commercial pour acheter de la vêture avec la personne que j'accompagne. Mais ça reste Hmm. exceptionnel, c'est pas non plus tout le temps, quoi. Mais là, je pense que c'est plutôt le fait de faire le job en groupe aussi. C'est-à-dire que Ouais, en sans libéral, pour moi, parler, je pars sans, pas du principe où... hmm. Là, je pense pas que ce soit en plus de l'habileté sociale, hein, c'est vraiment du Mm. travail de groupe. Et du coup, bah, ça me demande, est-ce que la monitrice peut intervenir à l'école? Ça dépend si elle travaille en structure ou en libéral. Pour moi, moniteur éducateur ne doit pas être en libéral. Ouais. Ou alors il fait une VAE d'EduxP. Maintenant, je vais encore m'attirer les foudres comme j'ai fait sur un autre réseau social. Euh, oui, il peut intervenir. S'il est en libéral, c'est que oui, il peut intervenir. Ouais. En CESAD aussi, bah oui, s'il est pris en CESAD, oui, il peut intervenir. Maintenant, moi, ce que je trouve dommage, c'est que si tu fais un diplôme, c'est pour qu'il soit respecté. Parce que le moniteur éducateur va faire les mêmes missions qu'un EduxP et malheureusement, c'est pas le même diplôme, c'est pas le même salaire, c'est pas non plus. Alors, le salaire, il joue pas non plus à une Ouais. centaine d'euros, mais quand même, ne serait-ce que pour toi, si tu fais ce diplôme-là, c'est que tu as des missions supplémentaires et que tu as souhaité évoluer. Donc voilà, moi je pars du principe où c'est assez dommage de tout mélanger. Alors maintenant, c'est moi qui pose une question aux personnes qui sont là, présentes dans le live, dans les commentaires. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui, avant de venir là en live, étaient contre l'idée de faire venir une éducatrice, un éducateur au domicile pour aider son enfant en situation de handicap? Et pourquoi, du coup? Donc on va attendre vos réactions dans les commentaires. J'avais aussi eu comme commentaire quand j'ai annoncé le live, une question qui vient de m'échapper. C'est un truc. Elle était là, et puis pouf, plus rien. Le TD TDAH, est très fort aujourd'hui. Bonjour. Non, je suis pas contre, je l'ai déjà, d'accord. Ouais, normalement, il y en a plein, hein, parce que j'avais reçu plein de réactions, justement, à dire, ah, non, non, c'est hors de question, ça peut pas venir chez moi. Oui, moi, c'était le jugement, mais après, je me suis dit que ça va aider mon fils. Donc, du coup, tu vas chercher, Nage, une éduque. Alors, Zahira, oui, parce que je trouve l'accompagnement est important à l'école, mais pas à la maison. D'accord. Alors, c'est ce que je cherchais. Euh, Tu es là depuis combien de temps, Zahira? Tu es là depuis le début de l'interview ou pas? Parce que si tu as des questions spécifiques, c'est maintenant. Parce que en début de live, on a abordé un peu l'importance d'intervenir au domicile. Et du coup, Clara, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu répondrais à Zahira qui dit bah elle voit pas l'intérêt de faire venir une éducatrice spécialisée à la maison. bah, pour moi,
la place principale de l'EduxP, ça reste à la maison ou en dehors de la maison, on va dire travailler les habilités sociales pour aller acheter une baguette de pain. À l'école, elle peut faire de la supervision, elle peut faire de l'observation, elle peut accompagner en plus de l'AESH, mais pour moi, le rôle principal, ça reste la maison quand même. Pour ne serait-ce travailler dans l'environnement que connaît la personne, l'enfant, etc. à la maison. Travailler les objectifs, mais aussi que la famille qui est à côté, pas forcément dans la même pièce, mais qui est à côté, écoute, entend et continue à faire ce que l'EduxP a mis en place en partant. Oui. Est-ce que ça te rassure un peu, Zahira? Alors, il y a Maya qui dit, j'ai toujours refusé, mais à la fin, j'ai vu que ça aide beaucoup la vie quotidienne. Très bon témoignage. D'où le principe de travailler à la maison ou en dehors de la maison, mais pas forcément à l'école. Même si à l'école, ça reste aussi important, il y a déjà l'AESH, ça reste juste une supervision et des observations. Merci pour ta réponse. Oui, bien, c'est rassurant. Merci encore une fois. Bah, avec plaisir, Zahira. Le but, c'est ça, hein. Le but de ces interviews, c'est que vous compreniez bien le rôle de chaque intervenant qu'on vous propose en général pour que vous puissiez avoir une prise en charge et que ça vous aide avec vos enfants, mieux comprendre la mécanique du handicap de votre enfant, mieux l'accompagner, hein. C'est vraiment ça le but. Je vais juste faire une Vas-y. aparté. Quand vous prenez contact avec une EduxP en libéral, moi je sais que j'aime bien y faire à la maison, mais je demande tout le temps si la personne elle est d'accord. J'ai déjà eu des refus pour dire que non, non, je veux pas que vous rentrez chez moi, mais enfin voilà, ça restait pas dans le premier temps. Donc on a fait un rendez-vous dans un café, juste autour d'une boisson à discuter. Et en fait, la famille commence à prendre confiance à partir du moment où vous échangez. Donc, on revient sur la discussion du début. C'est-à-dire que si vous n'avez pas confiance, bah, vous en recherchez une autre. Jusqu'à temps que la confiance commence à s'établir lors du premier rendez-vous. Et là, après, vous pouvez la faire intervenir chez vous. Maintenant, c'est vrai que le premier rendez-vous, c'est dommage parce que ça gâche un rendez-vous. L'EduxP va Eh oui. toujours vous demander de venir au moins une fois à la maison. Donc, ça vous fait payer un rendez-vous qui finalement est inutile. Par contre, si vous n'avez pas confiance à l'EduxP, bah, vous avez simplement à lui dire de partir avant la fin du rendez-vous si vraiment ça vous pose un vrai problème. Ne pas hésiter aussi à exprimer, voilà, je vous demande d'intervenir, il n'y a pas de souci. Par contre, j'aimerais bien que vous m'expliquiez un peu vous, votre parcours, avant qu'on parle de ma situation, parce que j'ai besoin d'avoir confiance et je ne suis pas forcément pour une EduxP à la maison. Mais voilà, à vous de me prouver que je peux changer mon opinion. Oui. Ça, c'est une bonne idée, hein, se rencontrer dans un lieu neutre. Mm. Euh, Alors, attends, j'essaye de retrouver une question qu'on m'a posée. Alors, il y a quelqu'un qui m'a écrit en commentaire, bientôt le CESAD, pour nous, j'avoue le rôle, en commentaire de la vidéo où j'annonce notre interview, le rôle d'éducateur, c'est un peu obscur, j'arrive pas trop à définir son action, ça a rapport avec la petite... euh, ok, donc elle n'arrive pas trop à définir son action, donc ça, on a fait un petit peu le tour déjà Mm. de l'action, du cadre, mais est-ce que tu peux nous faire un petit rappel pour les personnes qui viennent d'arriver Deux, du rôle et de l'action d'une éducatrice spécialisée ou d'un éducateur spécialisé? le rôle de l'EduxP, ça va être principalement d'intervenir, de mettre en place et d'accompagner des personnes en situation de handicap dans la vie quotidienne. Que ça soit de manière éducative, que ça soit aussi pour mettre en place des rituels, que ça soit pour tout ce qui est à l'hygiène, la propreté, mais aussi de l'éducatif pour faire un suivi par rapport à l'école. Voilà, c'est très très vague. Ça dépend en fait des objectifs de travail que vous ciblez vous en tant que parent, mais aussi ce que l'EduxP perçoit lors du premier rendez-vous. Quel est l'objectif le plus courant que tu as à mettre en place? Quel est le protocole le plus courant que tu dois mettre en place? Les habilités sociales et les codes sociaux. Des enfants qui tapent, qui frappent, qui mordent, qui poussent, et savoir dire merci, savoir patienter, savoir écouter, et puis arrêter de, je vais parler vulgairement, mais arrêter de gesticuler dans tous les sens. Oui, ils y peuvent rien, il y a l'hyperactivité, il y a tout ça, mais c'est aussi voilà, savoir patienter, écouter, discuter, dire bonjour, dire au revoir, ne pas frapper, etc. Exactement, exactement. Il y a des questions, alors souvent c'est des questions de personnes qui cherchent désespérément des éducs dans leur Mm. département. Euh,
du coup, l'EduxP a aussi un rôle d'orthophoniste, ergo et psychomote. Alors, elle n'a pas le rôle en tant que tel. Elle fait le maintien par rapport à tout ce que mettent en place les professionnels. L'orthophoniste, par exemple, ou l'ergo ou la psychomote peuvent mettre en place une tablette de communication. Donc, ils vont apprendre à parler avec la tablette de communication. L'EduxP va pouvoir l'utiliser. Donc, elle vient en complément de ces professions-là. Tenir un stylo, par exemple, enfin, savoir écrire, lire et écrire, tout simplement, on peut faire que deux choses. Ça va être Parler. d'utiliser des supports. Ah oui, parler aussi. Ça va être d'utiliser des supports pour continuer ce qu'a mis en place l'orthophoniste. Ouais. Donc en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu travailles avec les professionnels qui interviennent déjà auprès du bénéficiaire ou de la bénéficiaire, et Mm. donc tu réceptionnes avec l'équipe, vous formez une équipe et tu réceptionnes les objectifs que d'autres pourraient mettre en place, et toi, tu cherches juste à mettre en action, enfin à atteindre les C'est objectifs, ça. quoi. Tu consolides. Oui. Tu aides à Mm. consolider et tu accompagnes les parents pour la consolidation des acquis, voire l'atteinte des objectifs. C'est ça, exactement. Euh, Tout à l'heure, il y a une question qui est arrivée qui te demandait qu'est-ce que tu penses justement des appareils électroniques, donc des tablettes avec Moi, des je suis applications pour. de jeux pour l'apprentissage. Moi, je suis pour, tout simplement parce que ça reste interactif et ça aide l'enfant à apprendre beaucoup plus vite. Maintenant, on va dire qu'il... Alors, non, il n'y a pas d'âge pour utiliser les tablettes de communication, machin, nanana. Oui, il y a un âge pour utiliser les tablettes de communication. Je ne vais pas mettre à un enfant de 2 ans une tablette de communication si elle n'a pas déjà appris à comprendre les pictogrammes en version papier, par exemple. C'est aussi moins compliqué de se promener dans la rue avec une tablette de communication qui fait des phrases en entière. Donc, je veux aller au cinéma. Plutôt, oh, qu'est-ce qu'elle veut? Il y a Plus... Battle. Ah non, il y a Caroline, elle est plutôt pas que... d'accord. Caroline, c'est pas ton Non. interview. Je vais me faire rallumer sur WhatsApp après. Plutôt que de donner le pictogramme cinéma et dire cinéma. Donc, bah, si je me souviens de notre interview, Caroline, arrête-moi si je me trompe, mais j'ai un peu le Non, sentiment mais elle veut juste me contredire, hein. que Clara dit la même chose que toi. Mais oui, elle C'est-à-dire veut que juste me contredire, on n'est pas d'accord sur ça. mais elle-même, elle trouvait que, par exemple, le PEC, c'était assez archaïque. Je Ouais. cite, hein. Non, mais Ok. je pense que c'est une question par rapport à l'âge qui lui a posé problème. Ah, d'accord. Je pense que c'est ça. Ah, tu n'es pas Je contre me les suis pas écrans à deux mouillée en ans. disant ça, hein. Bah, Ok, ok. je suis pas contre, mais pour moi, c'est pas un âge quand même pour les avoir. Ah oui. D'accord, effectivement, il y a débat, il y a débat. Alors, vous allez Voilà. nous préparer un live où vous allez débattre dessus, non? Bah oui, mais elle veut pas faire un live sur la communication. Je lui ai dit, il faut qu'on fasse un live sur la communication. Ah non. Bon, Ah, bah oui, il faut. Alors moi, ça reste j'ai ma aussi. copine, hein. Eh oui, hein, des fois, entre copines, on n'est pas d'accord, ça arrive. Moi, j'ai une question Voilà. aussi qui me taraude. Euh, est-ce que, alors peut-être pas forcément toi, mais est-ce que tu penses que c'est pertinent parce que je pense notamment à Games qui est un adulte TSA, mais donc qui a un adulte TSA qui a eu un diagnostic tardif, si je me souviens bien, Games, ou pas, je ne sais plus. Bref, pour les adultes TSA, d'accord, qui ont des diagnostics tardifs notamment, ça veut dire qu'ils ont pu masquer jusque-là, qu'ils ont pu évoluer en société jusque-là sans qu'on se rende compte, ouais, à 23 ans, donc c'est tardif, sans qu'on se rende forcément compte de l'autisme, donc ça veut dire qu'ils ont déployé beaucoup d'énergie pour masquer, etc. Mais quand il y a un diagnostic tardif, ça veut dire quand même que s'il y a un TSA, il y a peut-être des difficultés quelque part, notamment des interactions sociales. Est-ce que toi, tu interviens auprès, ou est-ce que tu penses que c'est pertinent qu'il y ait une psychoéducation, sans parler forcément d'éducatrice spécialisée, mais quand je parle de psychoéducation, ça veut dire éduc ou psy, spé. Est-ce que tu penses que c'est pertinent qu'il y ait une intervention de vos métiers auprès de ces adultes qui sont diagnostiqués tardivement et qui pourraient fonctionner, mais qu'il y a quand même des choses Moi, je trouve à que voir. c'est pertinent dans le sens où, pas moi toute seule, hein, mais vraiment Ouais, tous les professionnels, parce qu'on est là pour accompagner la personne, que ça soit un diagnostic tardif ou pas. On est là pour faciliter sa vie quotidienne. Donc, le but, c'est vraiment de travailler en gros avec une équipe pluridisciplinaire, peu importe l'âge. ouais.
L'EduxP, elle travaille avec tout le monde, elle est vraiment, c'est un couteau suisse. Et du coup, tu penses que faut que j'arrête avec ce du coup, hein. Je me projette dans le comment dire. Vraiment, hein, je suis en train de me projeter dans la rediffusion de ce de cette interview. L'intervieweuse, qui du coup, alors du coup, ah là là, j'ai pas assez de café dans les veines. Veuillez m'excuser. Tic de langage à gogo. Euh, et voilà, bah, j'ai perdu ma question. Alors, ton intervention ou l'intervention, tu vois, de la psychoéducation auprès de ces adultes, elle serait longue selon toi? Elle pourrait être courte? Deux, trois séances pourraient Ça dépend. suffire? Ça dépend, des difficultés, ça dépend, du travail qui a déjà été mis en place, ça dépend en fait, la durée de l'accompagnement, ça dépend vraiment du profil de la personne, de la concentration, de l'apprentissage. Si c'est une personne qui est très rapide pour apprendre, pour écouter et pour mettre en place dans sa vie quotidienne, grosso modo, ça peut prendre un mois, mais ça peut prendre aussi 10, 15, 20, voire toute une vie. Ouais, ça va dépendre de ce qui a travaillé. Les amis, je Et viens oui, d'avoir deux puzzles consécutifs. Alors, je vous invite à sécuriser chapeauté. à sécuriser le live, s'il vous plaît. Nous avons Alison qui nous pose, parce que je pensais aussi à toi, la question, est-ce que il faut que ce soit une personne spécialisée TSA adulte? Enfin, est-ce que le professionnel doit être spécialisé TSA adulte? Alors, je vais dire oui dans le sens où le TSA, ça reste quelque chose de particulier au niveau de l'apprentissage, au niveau de la communication, enfin bref, au niveau de toutes les spécificités qu'il y a du TSA. Et après, je vais vous dire non, tout simplement parce que j'ai travaillé en structure. Je travaille en structure auprès de personnes TSA. Avant même que j'ai la formation TSA, j'ai uniquement la formation socle de connaissances. Donc, je n'ai pas l'approfondissement du TSA en tant que tel. Donc, oui, c'est important parce qu'il faut connaître, on va dire, les bases du TSA. Non, parce que quand on connaît la personne, en fait, la personne, chaque TSA est différent. Et du coup, elle-même va être le propre reflet de notre formation. Oh, c'est beau ça. Je la garde. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, ça va être diffusé, t'inquiète. Ça va être Ok. gardé. Euh, Quel message tu aimerais passer aux familles? Vraiment. Qui De sait qui manière sont encore un générale, peu, ouais, de manière générale, que ce soit les familles qui sont OK pour que l'éduc vienne à la maison, mais bon, qui sont pas forcément, qui se sentent pas forcément impliqués, qui se disent bon bah c'est très bien, elle fait le nécessaire, maintenant c'est bon, voilà. Ou que ce soit les familles qui sont encore réfractaires à l'idée que tu puisses intervenir, enfin toi ou tes homologues puissent intervenir au domicile, ou que ce soit les familles qui trouvent que c'est un peu dommage qu'en structure où tu interviens, il n'y ait pas plus de contact, ou qu'est-ce que tu aimerais dire? Ou même quelque chose que j'ai pas forcément dit. Qu'est-ce que tu aimerais toi dire? j'ai pas réfléchi à une phrase d'accroche, mais Tant mieux. principalement, laissez-vous, je sais pas comment dire. Euh, Dis-le comme il apprenez à vient. connaître, apprenez à connaître les professionnels qui interviennent. Laissez-leur du temps et apprenez à faire confiance. Ouais. C'est C'est pas. en gros, apprenez à connaître les personnes qui interviennent. Ça peut être ben, créer du lien. Ça peut être aussi ben, se dire, s'autoriser à dire oui, celle-là ou celui-là, hein, Hmm, bah, il est bien parce qu'il a un franc-parler. Ce qu'il a besoin d'avoir pour mon enfant qui est assez turbulent et que moi, je ne peux pas mettre à la maison. C'est aussi savoir mettre son ego de côté parce qu'en tant que parent, on n'a pas envie. Alors, je sais pas, j'ai pas d'enfant, hein, mais en tant que parent, on n'a pas envie que quelqu'un intervienne dans l'éducation pour remettre en question notre propre éducation qu'on a donnée à l'enfant, par ouais. exemple. Donc, c'est apprendre aussi à mettre son ego de côté et se dire, bah, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'apprendre à connaître l'intervenant qui vient. J'ai besoin de dire, OK, là, je suis un parent, je suis déboussolée. J'ai besoin de me mettre en retrait pour laisser mon enfant faire avec quelqu'un d'autre. Hmm, ok. Dur d'enchaîner derrière. Tu m'as demandé, je te Et dis. non, c'est vrai, c'est dur d'enchaîner derrière. Alors du coup, faire confiance, c'est un peu difficile quand même en tant que parent.
Ouais. Parce que on a un enfant, on a une personne vulnérable, parce que on sait pas, parfois la personne ne sait pas parler, donc c'est un peu difficile. Comment toi tu arrives à entre guillemets conquérir la confiance assez rapidement pour pouvoir intervenir sans Je suis entrave? toujours partie du principe où je parle de moi et de ma vie privée. C'est-à-dire que j'explique déjà pourquoi j'ai voulu faire le métier d'éduc-spé ou moniteur éducateur. Tout simplement, j'explique que voilà, j'ai un frère jumeau qui est en situation de handicap, Mhm. euh, qui pour moi a des troubles autistiques. Donc vraiment, quand il était enfant, c'était très compliqué. Un peu moins maintenant, beaucoup moins maintenant. Euh, et j'explique aussi que bah, mon parcours. J'ai aussi une cousine qui est polyhandicapée en maison d'accueil spécialisée, donc j'ai deux personnes handicapées dans ma famille. Donc Mhm. je me mets à la place du membre de la famille qui fait appel à quelqu'un. Et j'explique aussi mon parcours. Tout simplement, Oui. pourquoi j'ai voulu me mettre en libéral, bah, parce que pendant la période du Covid, une famille m'a dit ah, bah, c'est dommage, on est tout seul, j'aurais bien aimé récupérer mon enfant à la maison le temps du Covid. Mais le problème, c'est qu'on est tout seul, il n'y a personne pour nous accompagner. Donc j'explique pourquoi j'ai voulu me lancer en libéral et j'explique tout mon parcours, que j'ai travaillé en maison d'accueil spécialisée, que j'ai fait 4 ans d'intérim. Donc le public, je connais beaucoup, beaucoup de public, même jusqu'à la protection de l'enfance. Enfin, j'explique vraiment tout mon CV, quoi. Ouais. Et là, déjà, se mettre soi-même en condition de se dire, OK, elle a des personnes en situation de handicap, elle peut se mettre à notre place, parce que si c'était elle qui faisait intervenir quelqu'un pour le membre de sa famille, ça permet aussi de, voilà, de faire, enfin, de comprendre un peu l'interprétation de chacun à Mhm. ce moment-là. Même si on dit ne pas mélanger le perso et le privé, pour moi, je trouve que c'est hyper important. On ne fait pas ce métier-là en se levant un matin et en se disant bah tiens, j'ai envie d'être réduxpé. Non, il y a toujours un vécu qui est derrière, principalement. Ouais. Donc, ça permet de rassurer les familles aussi derrière. Oui. Ah ouais, et c'est ce que tu disais finalement tout à l'heure, hein, quand tu disais, ouais, peut-être prenez rendez-vous avec le professionnel dans un endroit C'est ça. neutre, posez-lui des questions sur son parcours. C'est ça en fait, c'est ce que tu disais. Le vécu, Exactement. c'est important Ouais. en effet. En effet. Alors, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions finalement. Tout le monde est convaincu, les 70 personnes qui sont présentes. Vous êtes toutes convaincues. On n'a plus besoin. Vous n'avez pas de questions spécifiques à poser ou, peu importe les questions, hein, il n'y en a pas de mauvaises. Exactement. On a Ça ça. vient. Alors, ça vient pas toujours d'un élément déclencheur parce qu'on en a qui se lèvent un matin et qui disent bah tiens j'ai envie d'être réduxpé. Malheureusement, on en croise beaucoup. Mais principalement, on arrive toujours à savoir. Alors, ceux qui font ce métier-là en se levant comme ça un matin, généralement, ils restent pas très longtemps, hein. Mais par la suite, on arrive toujours à connaître les autres vrais. Enfin, les autres vrais. Oh mon Dieu. On arrive toujours à connaître les EduxP pour la plupart qui sont sincères. C'est lapsus. C'est lapsus. Ouais. Il y a Sam qui nous demande, alors, frustration, gestion des émotions, transition à l'école. Qu'est-ce que tu proposes, toi, psy ou éduc? Toujours Les deux. spécialisé TSA, hein. Les deux, tout simplement parce que la psy va pouvoir travailler pourquoi il y a tout, tout ce qui rentre en conflit, donc la gestion des émotions, est-ce que c'est dû à un événement dans la vie, est-ce que c'est dû à un... Enfin bref, il y a plein de choses que la psy va pouvoir chercher. L'EduxP va pouvoir mettre en pratique et va pouvoir mettre en place des outils pour gérer la frustration, pour gérer les émotions, pour gérer tout ce qui est transition à l'école, etc. En lien du coup avec l'école. Alors, il y a, pour la question différence entre psychomote et ergothérapeute, Zahira, j'ai donc interviewé Guillaume, l'ogre gentil, qui est ergothérapeute. On a déjà abordé ce sujet-là. Je vais rediffuser l'interview sur ma chaîne YouTube. Je vous promets que je suis un peu en retard, mais je vais le faire. Donc, tu pourras accéder à toutes ces interviews tranquillement. Tu pourras bien comprendre les métiers. Tu pourras même bien comprendre les enjeux. Et voilà. Bientôt, je vous ferai une annonce, je vous dirai bientôt où c'est. Mais du coup, moi aussi, j'ai une question de ce type-là. Quelle est la différence entre psychologue, le tout en libéral, hein, psychologue spécialisé TSA et éducatrice spécialisée TSA? Spécialisé TSH, je peux Enfin, pas spécialisée, en te tout cas, répondre. psychologue spécialisée et éducatrice spécialisée. La différence, mais moi je la connais pas forcément. Je vois vraiment le psychologue qui va chercher à l'intérieur de la personne pourquoi les émotions, la frustration, etc. Pourquoi ça a été ressorti, enfin, ça a été extériorisé. L'EduxP, lui, va mettre en place les outils.
en lien avec la psychologue, sans forcément rentrer dans les détails, puisque l'EduxP n'a pas forcément besoin non plus de savoir. Mhm. Il va savoir les gros points. Par exemple, bah, faites attention, faut pas utiliser le mot accident parce que je sais pas, il y a la voisine qui a eu un accident de voiture et ça reste un trauma. Mais par contre, voilà, ils vont pas rentrer dans les détails de se dire médicalement parlant, bah, elle est dans le coma, etc. Nanana. Enfin bref, là c'est vraiment du Mhm. haut level. Mais elle va mettre en place des outils par contre. Alors du coup, il y a Caroline qui te demande, tu prends tes bénéficiaires à partir de quel âge? J'ai pas d'âge. C'est à partir du moment où la famille voit, perçoit quelque chose, où je vais pouvoir faire une première observation et on va dire une supervision, leur conseiller, les orienter. Là, le plus petit que j'ai à l'heure actuelle, c'est 3 ans, avec un J'ai- diagnostic TSA. Ouais, j'allais te dire, maintenant, on diagnostique à 12 mois. Tu serais prête à intervenir auprès de 12 mois? Auprès d'un enfant de 12 Oui, mois? bah oui, parce que de l'éducatif, ça se met en place en gros, grosso modo, à la sortie de la maternité. Ah ouais, bah très bien. Quand je dis en gros, hein, mais Ouais, par ouais. contre, voilà, je vais pas faire à la sortie de la maternité. Bonjour, je suis l'EduxP, j'interviens. Voilà ma carte de visite. C'est ça, exactement. Comment peut-on prendre une EduxP à domicile? Comment on fait pour en Alors, trouver une? il y a plusieurs sites. Il y a le site Humacitia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui savait l'écrire. Il me semble, Lamia, tu savais l'écrire, ou même Sam. Il y a le site Humacitia. Il y a le site Tech Care. Je vais même les écrire ce que je peux. Il y a en me contactant en message privé où j'ai un réseau assez développé aussi. Maintenant, je reçois énormément de messages, peut-être 5, 6, 10 par jour. Ah oui. Tout dépend des jours. Je pense que je vais profiter d'un abonnement pour ça parce que je le fais gratuitement. Je ne suis pas encore rémunérée sur TikTok. Ah J'ai pas oui. encore assez d'abonnés et moi, je le fais sur mon temps perso. Donc, c'est hyper compliqué, sachant que je reçois des messages pour me dire oui, la famille ne m'a pas contacté, par exemple, Ah oui. ou les parents oui, qui contactent pas ou qui me disent bah écoutez, ça fait 1 mois que je vous ai contacté, pourquoi vous m'avez toujours rien donné? Bah tout Hmm. simplement parce que je n'ai personne à vous Ouais, ouais. proposer. Je mets l'annonce toutes les semaines, je renouvelle l'annonce sur différents groupes dans lesquels je fais partie, mais également sur mes réseaux sociaux professionnels. Mais voilà, maintenant, je n'ai pas non plus toute la France en lien. Je fais encore une recherche toujours tous les jours. Mais voilà. Oui, oui, exactement. Si, en plus, ça va pouvoir montrer les INI. Bah, c'était prévu le live interview de ce matin. Ça va montrer aussi la motivation des parents. C'est-à-dire qu'à partir du Ouais. moment où, même si c'est 3,39 €, il n'empêche que Mm. on voit la motivation des parents à s'impliquer, à s'investir et à ce moment-là à donner un suivi derrière. C'est très important. Tu as raison, hein. Je passe Euh, 1 heure par jour à peu près pour faire tout ça. Répondre aux messages, publier, tout ça sur mon temps perso en travaillant 10 heures par jour eh en oui, structure, plus eh oui. 3 à 4 heures par jour en libéral derrière. Donc je pense que je vais profiter d'un abonnement. Je vais faire Oui, oui, profiter oui. d'un abonnement à ce moment-là. Bah, tu as bien raison. Tu as bien raison. En tout cas, merci d'avoir partagé les sites TakeCare et Humacitia pour les personnes qui recherchent. Vous pouvez donc envoyer un message à Clara qui va très rapidement mettre en place les abonnements. Donc c'est des abonnements live, mais du coup la contrepartie en fait ça fonctionne comme un Patreon, c'est-à-dire que on propose quelque chose avec, enfin un abonnement avec des contreparties. En l'occurrence, la contrepartie que proposera Clara, c'est justement de vous apporter un suivi dans la recherche d'une éduque. Alors, elle ne garantit pas de trouver l'éduque. Parce que bah, y a des dispos, hein. Il faut que les dispos soient Mm. possibles. Maintenant, et arrête-moi si je me trompe, Clara, on est en pleine période de recrutement là, non? Parce Ouais. qu'on Ah prépare mais l'année prochaine. c'est une catastrophe. Je crois que c'est la période la plus haute Ah, au niveau des ouais. messages. Là, j'en suis ouais, à une dizaine par jour Eh oui, de nouvelles personnes, hein. oui, oui, oui. Eh oui, c'est maintenant qu'on Donc voilà, recrute. et il faut, s'il vous plaît, si je vous trouve quelqu'un, téléphonez et me dites pas, bah non, mais finalement, prenez le temps de téléphoner parce que derrière, moi, c'est les EduxP qui me contactent en me disant, j'ai pas de nouvelles de la famille. Et du coup, ça reste des professionnels où je n'ai plus de lien derrière, quoi. Parce que Bah oui, pour parce que certains, le ils veulent réseau, carrément arrêter. c'est ça, le réseau que tu t'es construit, il est sensible, donc il faut éviter Mm. de te mettre en porte-à-faux, s'il vous plaît, respectez les gens qui vous aident. Tu aurais des pistes sur sur comment travailler sur les habiletés sociales à l'université? Je pense que c'est pour elle-même.
Ouais, tout dépend des capacités. Euh, de ses capacités ou de tes Hmm. capacités, tout dépend. Si tu es quelqu'un qui n'a pas peur d'aller voir les personnes en leur disant simplement bonjour, tu travailles déjà les habilités sociales. De dire bonjour, par exemple, quand quelqu'un te regarde dans la rue, tu marches dans la rue, tu as quelqu'un qui te regarde, même avec ton casque sur les oreilles, tu peux très bien dire bonjour ou d'un signe de la tête. Déjà, ça te développe une confiance en toi de se dire je parle avec des inconnus, mais juste en formule de politesse en disant bonjour. Après, si tu n'es pas forcément quelqu'un de à l'aise avec ça, un truc bête, hein, mais ça va être parle-toi déjà devant ton miroir en racontant simplement ta journée. Bah voilà, aujourd'hui, j'ai été à tel endroit ou tel endroit, j'ai fait ça, ça, ça. Même si tu passes 10 minutes, un quart d'heure ou une minute, ça va déjà t'apprendre à parler librement et à voix haute. Et Ça, ainsi c'est de suite, tu important. croises les gens, tu dis bonjour dans la rue, tu fais des signes de la tête, tu te forces à aller acheter une baguette de pain euh, ou, je sais pas, un paquet de gâteaux, parler à la caissière. Arrêter de passer aux caisses automatiques, même si je le fais moi-même, hein. Mais les caisses automatiques, ça casse le lien avec les personnes Eh et oui. ça nous enferme de plus en plus dans la solitude. Même moi, je le fais, mais il faudrait pas. Ouais. Games qui te demande si tu interviens auprès d'adultes, de quelle façon tu le fais? Dans quelle situation plutôt? Pas de quelle façon, mais dans quelle situation tu interviens auprès d'adultes? Bah, ça dépend. J'ai du polyhandicap, j'interviens dans du polyhandicap, donc on va travailler. Ça dépend des objectifs, mais je comprends pas forcément trop la question. Dans quelle situation? C'est vraiment très, très varié, quoi. Je pense qu'il essaye de Là se où je me projeter freine en un peu fait. plus, Je crois qu'il ouais, essaye de là se où je me projeter. freine un peu plus, c'est les troubles psy principalement, Ouais. où j'ai un peu plus de mal, parce que moi-même, je me sens pas forcément en confiance pour l'instant de le faire. Alors, Dave, j'ai pas compris ta question. Dave nous dit quel genre d'éducateur spécialisé cherchez-vous? Je suis éduc spécialisé technique en IME. J'ai pas compris ta question, Dave. Est-ce que tu peux préciser ta question, s'il te plaît? Tu parlais au public qui était dans les commentaires, pas à nous. Tu vois, c'est déjà pas mal comme exercice, merci. Ouais. Bah, elle a de bonnes idées, Clara. Allez vous abonner à son compte. Elle a de... Après, si tu veux parler en privé, il n'y a pas de souci pour que j'apprenne un peu plus à te connaître et quelles sont tes compétences, entre guillemets, là où tu te sens le plus à l'aise pour te donner d'autres pistes à travailler derrière. Et toi, tu serais prête à faire du distanciel? Le distanciel, pour moi, c'est hyper compliqué. Je pars pas sur le principe. Alors, je peux donner des conseils, mais je ne vois pas faire un accompagnement éducatif à distance. Il faut vraiment que je sois avec la personne. Derrière une vidéo, on peut montrer tout ce qu'on a envie. Ouais. Voilà. Ok. Je rigole à cause des commentaires d'Alice, bien sûr, parce qu'elle me fait toujours Ouais, perdre mon ouais, sérieux. Heureusement que ce sont des interviews bonne franquette, hein. ouais. Je fais ça, puis normalement, j'ai ma petite balle à presser, là, un peu Ouais. hyperactive, tu vois. D'ailleurs, Mais- quel est ton fidget préféré, toi? Oh, bah attends, je vais te le montrer. Il est dans mon sac à main. Je l'ai en réunion, je l'ai partout. Ah oui. Ouh, Voilà. Ah, oh, c'est les bruits. c'est. Oh, écoute, voilà. Pardon. Non, non, t'inquiète pas, tout va bien. Celle-là, elle me pose à cas de conscience. C'est pas grave. C'est plus compliqué à mettre en place en distanciel. Oui, oui. Mais par exemple, là pour l'instant, Clara, je redis pour les personnes qui n'étaient pas là, Clara nous a annoncé tout à l'heure qu'elle allait faire une formation guidance parentale. Donc, dans le cadre d'une guidance parentale, ça pourrait être intéressant aussi d'envisager du distanciel en fonction, voilà. Ou quand on va aussi accueillir des personnes adultes, entre guillemets, fonctionnelles. Moi, j'aime bien dire fonctionnelles, qui fonctionnent dans la société, juste pour avoir une petite guidance, ça peut être pas mal aussi, tu vois. C'est pour ça que je posais la question sur le fait de se projeter en distanciel, parce que hélas, on a besoin de professionnels et des fois on est en difficulté et parfois il y a des créneaux qui sont libres, mais ouais, Ouais. ça pourrait marcher que dans le distanciel, quoi. C'est ça, il faudrait que j'y réfléchisse. Vraiment, je pense que sur de la guidance ou ce que je fais sur TikTok, par exemple, comme j'ai dit à Alison, je crois son prénom, Ouais. viens en MP, dis-moi comment tu es au quotidien, je pourrais t'aider. Ça, je peux le faire en distanciel.
Maintenant, sur un accompagnement éducatif, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'à travers les vidéos, on montre uniquement ce qu'on a envie de montrer. Mais oui, exactement. Donc voilà. Oui, oui, c'est ça. Mais bon, par exemple, c'est le principe, hein, c'est le but du jeu. Comme Alison vient de le faire, quand t'as quelqu'un qui vient te Mm. voir, qui paye pour des sessions et qui te dit, bon, bah moi, est-ce que tu peux me donner des conseils pour l'université parce que je suis pas à l'aise? D'ailleurs, c'est des questions qui reviennent souvent chez les adultes Ouais. TSA qui viennent sur mon compte. Ils me disent, bah ouais, moi, je veux reprendre mes études. Comment je fais? Est-ce que tu as des outils? Donc, je les oriente parce que j'ai pas d'outils pour l'instant. Mais voilà, c'était dans ce but-là. J'ai l'impression qu'on arrive au terme de cette interview. Vous avez plus de Bah, c'est questions, les passé amis? vite, hein? Ben oui, ça passe vite. Ça passe vite quand on parle de courgettes et qu'on a faim. Dites, Exactement. on a faim, dis donc, on a faim. Il n'y a plus du tout de questions, Sternia. Est-ce que vous faites de guidance pour les accompagnants? Ah, la guidance parentale, Je du peux coup. en faire. Oui, oui, je peux en faire. Alors, guidance parentale et guidance, pour moi, je vois une différence. Ah Guidance oui? parentale, ça reste pour les parents. Pour moi, de la guidance, après, ça reste vraiment pour tout ce qui est voisins, amis, famille, etc. Mais je fais une différence parce que je ne vais pas forcément dire les mêmes choses en tant que parent que je vais dire aux autres personnes. D'accord, d'accord. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la relation n'est pas la même. La relation en tant que parent n'est pas forcément la même qu'avec le voisin ou avec le frère et la sœur. Et toi, tu te sens plus à l'aise de guider des gens qui sont au second plan dans le cercle euh, proche du bénéficiaire plutôt que dans le premier plan du cercle proche. Oui, tu vois ce que je veux dire? Non, pas forcément. Pas forcément. Je dirais que je me sens plus à l'aise avec les parents parce que c'est plus facile, ils sont là au quotidien. Tu vas me dire, oui, mais les frères et sœurs aussi. Oui, mais c'est pas le même lien. Le parent a plus de possibilités de pouvoir, on va dire, alors je veux pas dire ordonner, mais de pouvoir diriger, inciter fortement la Mm. personne à faire les choses plutôt que moi, si je disais quelque chose à mon frère, il me dirait, qu'est-ce que tu parles? T'es ma sœur, t'es pas ma mère. Ouais, Donc c'est différent. Ne ouais, ouais. serait-ce que la phrase, t'es pas ma mère, t'es pas mon père. Elle veut Ben tout oui, dire. ben oui, en effet. Exactement. Alors, une dernière question qui pourrait être délicate. Est-ce que tu peux nous donner une idée des grilles tarifaires de ton métier? Parce qu'apparemment, les prix varient beaucoup. Et est-ce qu'il y a une réglementation qui cadre le tarif, le taux horaire? Euh, alors moi, j'ai aucun tabou à discuter de tout ça. Hmm. J'ai vu une question de Lamia tout à l'heure par rapport à une profession réglementée ou non réglementée. Ça va répondre ensuite au tarif. Il faut savoir qu'éducateur spécialisé ou moniteur éducateur en libéral, on n'est pas réglementé. C'est-à-dire qu'on est au même titre qu'un vendeur tupperware qui met ses propres tarifs, ses propres règles et son Ah oui. propre cadre. Donc, alors déjà, c'est hyper violent de se dire qu'on est au même titre qu'un vendeur de produits minceurs ou etc. Mais c'est le cas malheureusement. Les tarifs, en moyenne, ils sont à 50 euros de Hmm. l'heure. Hmm. Maintenant, tout dépend du département. Je ne vais pas parler du CESU parce que je rappelle que le CESU est strictement illégal pour financer un éducateur spécialisé. Ah bon? Et je me bats pour ça. Ouais, Ah, je me j'étais bats pas du pour tout au ça parce courant. que si, c'est complètement illégal, tout simplement parce que ça ne rentre pas, l'éducatif ne rentre pas en lien dans les 23 métiers de la grille des métiers du CESU. Il y a l'accompagnement, il y a l'aide aux devoirs, mais tout ça, ce n'est pas de l'éducatif. Et je me bats tout simplement parce que on fait un métier avec une reconnaissance qui est derrière Hmm. et de l'éducatif qui est derrière. Et je ne fais pas le même métier, par exemple, qu'une aide-soignante qui, elle, a le droit de se faire financer en CESU, etc. Et on se bat entre différents éducateurs spécialisés parce qu'il y en a qui se font financer en CESU, qui sont à 19 euros ou 25 euros en CESU alors que c'est complètement illégal. Et que moi, en libéral, j'ai des charges derrière, j'ai mon plan financier, j'ai ma voiture, j'ai les kilomètres, bref, j'ai Ouais. l'URSSAF à payer aussi. Je suis à 50 euros de l'heure, 45 euros de l'heure hors kilomètre. J'ai besoin de payer, de me faire un salaire derrière. Donc je me bats vraiment contre ces professionnels qui se prétendent libéral alors qu'ils sont salariés de la famille. Le statut n'est pas le même, le tarif Hmm. n'est pas le même et donc Ah les oui. charges ne sont pas les mêmes derrière. Ouais. Et Ah du oui. coup, la moyenne, elle est de 50 euros hors kilomètre. Oui. Donc c'est ça la différence, c'est-à-dire que soit c'est du libéral, soit effectivement le CESU, ça c'est une réalité. Le CESU plus, c'est du salariat. C'est comme, en fait, le CESU plus instaure
J'ai un enfant qui vient de rentrer, donc l'interview, à la fin de l'interview, elle va être un peu moins académique, les amis, hein. Le CESU+ instaure un lien, le même lien que vous avez avec l'assistante maternelle, par exemple. Vous êtes l'employeur, vous êtes employeur Mm, particulier de exactement. l'assistante maternelle. Là, c'est pareil avec le CESU+. Ça vous fait porter le statut de employeur particulier de la personne avec laquelle vous avez le contrat CESU+. J'ai fait une vidéo sur le CESU avec la grille des 23 métiers, etc., il me semble. Donc allez la regarder, mais en effet, l'éducateur spécialisé ne rentre pas en CESU, malheureusement, et ne doit pas être financé. Je suis désolée, je suis hyper pénible avec ça. Mais malheureusement, nous, derrière, on a des charges à payer, ça nous enlève des suivis, parce que moi, j'appelle pas ça des clients, j'appelle ça des suivis. Mhm. Oui, on coûte très cher, mais c'est en se battant tous qu'on va pouvoir, nous faire réglementer et derrière avoir des remboursements Eh oui. pour vous, les familles. Parce que si vous payez en CESU, oui, les MDPH, même les MDPH ne sont même pas au courant. Sauf que quand il s'agit de financer ou en cas de contrôle, c'est l'EduxP qui est dans le caca. C'est pas la famille, c'est pas tout ça. Et Donc, personne est tellement pas au courant que moi, je proposais le CESU+, justement, mm. aux parents pour le financement, et que des associations proposent le CESU+ pour le financement de l'accompagnement, parce que Mais justement, c'est intéressant. on n'a pas cette information-là, et c'est un vrai recours, une vraie aide. Bah oui. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas ce genre d'aide pour aider à financer le libéral, justement, parce que ça pourrait rendre service à tout le monde. Et c'est pour ça, plus vous allez prendre de CESU, plus nous, les éducateurs libéraux, on va être amenés à disparaître, entre guillemets, même si on vient seulement d'apparaître. Mais on est beaucoup à ne pas vouloir du CESU. Si les familles nous financent à nos propres tarifs, ça veut dire qu'ils nous soutiennent. Du coup, il va y avoir des dossiers MDPH qui vont être montés en tant qu'aide exceptionnelle ou prestation exceptionnelle ou tout ce que vous voulez, mais dans la case exceptionnelle en bas. Et ça va inciter les MDPH à forcer l'État à réglementer cette profession en libéral et du coup pouvoir bénéficier de certains Mm. remboursements derrière. Mais Alors malheureusement, je suis attention, hein. désolée, le CESU, c'est très compliqué. Attention, hein, la MDPH ne rembourse pas, elle participe. Oui, oui, D'accord? oui, mais quand je Elle ne parle de rembourse pas. Non, non, remboursement, mais je c'est parle aussi derrière. pour Oui, oui. pour ce qu'il y a dans les commentaires aussi. Mais en revanche, juste explique-moi une chose. Le CESU, ça ne vous empêche pas de vous mettre à 50 € de l'heure? Non, ça ne nous empêche pas d'être à 50 euros de l'heure. Maintenant, il y a quand même un cadre à respecter dans le CESU, c'est-à-dire que le CESU, on peut être à 50 euros de l'heure si on a envie. Maintenant, tu n'en trouveras aucun à 50 euros de l'heure. Aucun. Pourquoi? C'est ça que je Parce comprends qu'ils pas. vont. C'est Parce justement que en la grille, CESU que c'est ça devient maximum intéressant. 25 euros les chèques emploi de service universel. Pour ceux qui sont déjà prépayés, entre guillemets, ils sont à 25 euros. Et du coup, tout Hmm, le monde s'aligne à 25 euros pour hmm. éviter de faire de la concurrence derrière. Ah, d'accord. Voilà, Ok. Bon bah écoute, merci beaucoup Clara d'avoir avec participé. plaisir. Est-ce que tout le monde est content d'avoir obtenu toutes ces réponses? En plus, même moi j'ai appris des choses aujourd'hui. Une éduque au top du top. Oh, merci beaucoup. Oui, tout le monde a dit oui avec des i. Bon Caro, bah je c'est cool. t'attends en WhatsApp, hein. T'inquiète pas, j'ai pas oublié. Mais attends, on peut travailler la psychomotricité fine avec les applications à 2 ans. Bah oui. Le pointage par exemple, c'est bien. Tu fais 10 minutes à 2 ans avec le pointage. Moi aussi, je débat. Moi, je suis pro carreau là-dessus. Ok, ça vous a plu, c'est super. Donc, les amis, abonnez-vous à Clara parce qu'elle va vous donner aussi des tips, des conseils. Elle va, voilà, dans ses vidéos. Hein. N'allez pas la harceler en message privé, je vous connais. Ok, je sais comment vous faites. Juste regardez ces vidéos, vous allez en apprendre davantage. Abonnez-vous à Clara, abonnez-vous à moi si c'est pas déjà fait. Eh oui, évidemment. Merci. Ah bah oui, quand même. Est-ce que ça t'a plu, Moi, tu poses Clara? la question à Bah moi? oui. Est-ce que ça t'a plu? Oui, j'ai beaucoup aimé. Ouais, J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ça permet aussi de casser certains tabous ouais. pour les familles notamment. Aussi de connaître la profession d'éducateur spécialisé. On n'est pas là pour retirer les enfants, comme j'entends parler depuis sur différents lives, c'est une horreur. On Bah est oui. là pour vous accompagner, mais surtout donnez-vous confiance et faites confiance et apprenez à connaître. Oh, voilà. J'ai ma Mais phrase disons, de t'es fin. inspiré ce matin. La fin, ça Ah ouais, t'inspire. ah Ça c'est te la fin. motive. J'ai le ventre là, il est en train de me dire, oh, tu fous quoi? Dépêche-toi. On dit au revoir. On arrête.
Parce que Ouais, les gens confondent éducateur spécialisé et TISF. exactement. C'est pas la même chose. Exact. On aurait dû demander quelle est la différence. Eh bien, Je suis est-ce pas que ce assez serait pas rodée sur le mot de la fin? TISF. Que- Je suis pas assez rodée sur TISF. Ah, Là, à bah, parler de leur diplôme, je sais pas trop ah à quoi. oui, on en Eux, c'est parlera. tout ce qui est, on va dire, économique, budget. Enfin, oui, ça reste les actes de la vie quotidienne aussi, mais on n'est pas dans l'éducatif, quoi. On est dans la Ah, gestion. ouais. Alors, on a une dernière question qui revient beaucoup, beaucoup là. On peut faire intervenir les DUXP sur pour des événements. Ça, j'ai pas trop Pour compris des la question, événements, Andrea. ça dépend quel type d'événement, mais en soi, oui, vous pouvez faire intervenir des EduxP pour des événements. Voilà. Merci beaucoup. Juste si vous avez des idées de vidéos que je peux faire parce que vous n'avez pas forcément trop d'idées pour de l'éducatif, etc., envoyez-moi un petit message, ça me donnerait beaucoup d'inspiration. Merci. Oui, merci Clara d'avoir passé la matinée avec nous, de t'être Merci à prêtée à toi. ce jeu, en plus de trouver 5 questions. Ouais, 6, Hein, je sais compter. j'ai pas compté, je t'ai fait confiance, mais ouais, 6 en effet. Merci beaucoup Clara. Merci à tout le Merci à monde toi. d'être venu sur le live, d'avoir joué le jeu aussi, de poser des questions, d'avoir écouté, d'avoir participé, partagé, envoyé des cadeaux. Merci beaucoup. N'oubliez pas, abonnez-vous à Clara. Et pour les prochaines interviews live, rendez-vous la semaine prochaine, parce que j'ai aussi une interview live samedi matin de 10h30 à midi avec une psychologue spécialisée dans les TSA-TDAH. Trop C'est la bien. suite logique. C'est la suite logique. Et Parfait. ensuite, on va enchaîner avec une neuropsy. Le programme est déjà Ouh, fait. Psychologue, trop bien. neuropsy, et on verra la différence entre éduc, psychologue, psychiatre, tout ça, tout ça. Merci beaucoup Cool. Clara, je vais fermer le live. Merci. À Ouais, je très descends. bientôt. Non, je ne m'arrête plus. Voilà, je ne m'arrête plus. À À très bientôt. Merci, bientôt. Mimi. Je t'en prie. Au revoir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et surtout de lâcher un pouce en l'air. Moi, ça me soutient et ça me permet de continuer.